Bonjour, aujourd'hui chapitre 3 de la partie 1, génétique et évolution du programme de Terminal S, un chapitre qui va nous permettre de présenter les mécanismes à l'origine de la diversification du vivant. Alors vous avez déjà vu dans le chapitre 2 que la reproduction sexuée au travers de la méiose et de la fécondation était source de diversité, puisque en brassant les allèles, elle était capable de donner une diversité des individus au sein d'une espèce. Et ce chapitre est là pour vous montrer qu'il existe d'autres mécanismes capables de donner une diversité du vivant. Alors dans ces mécanismes, il faut dissocier les mécanismes qui créent de la diversité par action sur le génome, c'est le cas de la polyploïdisation, des transferts horizontaux de gènes et des modifications dans l'expression du gène de développement. Ce sont des mécanismes qui, en agissant sur les gènes, le génome provoque une diversité du vivant, et distinguer les mécanismes qui créent de la diversité sans action sur la modification du génome. Ce sont les symbioses et la transmission culturelle des comportements. Alors je commence par le mécanisme de la polyploïdisation. Ce mécanisme est un mécanisme qui va augmenter le nombre de lots de chromosomes. Je m'explique, vous connaissez l'état haploïde, où tous les chromosomes existent en un seul exemplaire. Vous connaissez aussi l'état diploïde, où chaque chromosome existe en 2 exemplaires. Mais imaginez que chaque chromosome existe en 3 exemplaires, on est triploïde. En 4 exemplaires, on est tétraploïde. Et il y a des mécanismes qui augmentent comme ça le nombre de lots de chromosomes homologues. Et ce mécanisme est ce qu'on appelle le mécanisme de la polyploïdisation. Alors j'ai pris un exemple ici, donc il y a en fait 2 façons de faire de la ploïdisation, soit au sein d'une même espèce, ce qui illustre cette diapo, soit au sein de 2 espèces différentes. Donc au sein d'une même espèce, j'ai pris ici un organisme diploïde 2n égale 4, une cellule plutôt, et cet organisme peut réaliser la méiose classique et donner naissance à des gamètes haploïdes tout à fait classiques, n égale 2. Mais parfois, un individu de cette population peut subir une anomalie de méiose et donner naissance à des gamètes diploïdes. Il y a encore un problème de non-disjonction, non-séparation des chromosomes homologues. Et si un individu qui produit ce gamète diploïde rencontre par fécondation le gamète haploïde n égale 2, cela donne naissance à une nouvelle cellule, un zygote, un nouvel organisme qui est cette fois-ci triploïde puisque chaque chromosome existe en 3 exemplaires. Donc c'est bien un organisme polyploïde, 3n égale 6. Et cet organisme polyploïde évidemment va être différent de l'organisme diploïde. Donc on crée bien une diversité des individus au sein d'une espèce par le jeu de cette polyploïdisation. Les organismes polyploïdes sont plus gros, ont des fruits plus gros chez les végétaux que l'organisme diploïde. Alors on peut évidemment varier le schéma en prenant toujours pareil une cellule 2n égale 4, mais imaginons que il y ait une fécondation entre 2 cellules diploïdes 2n égale 4, cette fécondation va donner naissance à une cellule polyploïde encore, mais tétraploïde, 4n égale 8. Donc vous voyez qu'on peut comme ça augmenter encore le nombre de lots et avoir des organismes très différents. Donc la polyploïdisation provoque une diversité des individus au sein d'une même espèce. On peut créer de la polyploïdisation à partir de 2 espèces différentes. Je prends une espèce A, B, 2n égale 6, une espèce A, 2n égale 4, des méioses classiques qui donnent des gamètes ici n égale 3, n égale 2, et la fécondation de ces 2 gamètes d'individus d'espèces différentes va donner en fait un hybride stérile qui associe donc les chromosomes de A et de B. Alors cette espèce est stérile parce que justement il n'y a pas d'homologue, le chromosome bleu n'a pas d'homologue, puisque ce chromosome vient d'un autre organisme, et comme il n'y a pas d'homologue, il n'y a pas d'appariement possible en prophase de méiose, pas de gamètes, pas de fécondation, donc pas de reproduction sexuée. Donc cet hybride est stérile. Alors souvent, ce cas se passe chez les végétaux, donc les végétaux peuvent se reproduire de manière asexuée, et au cours du temps, on peut avoir un accident de division encore, qui va donner naissance, en fait, à une cellule et un organisme diploïde, ici, par un doublement accidentel des chromosomes. J'explique par la diapo d'après le mécanisme de ce doublement accidentel des chromosomes. On retrouve ici un organisme, une cellule qui a des chromosomes par paire, ici un chromosome, une chromatide, un homologue, et donc ici on rétablit en fait des paires, donc on rétablit la capacité de reproduction de cette nouvelle espèce C. Et donc ici on a bien un mécanisme de polyploïdisation puisqu'on est passé d'un hybride à n égale 5 à une espèce C qui a 2 chromosomes en chaque exemplaire, diploïde, et donc ce mécanisme de polyploïdisation a bien été source de diversité. Alors là c'est une diversité des espèces, puisque j'avais 2 espèces A et B, et j'obtiens par ce jeu hybridation polyploïdisation une nouvelle espèce. Donc on a bien ici une diversité du vivant par ce jeu de la polyploïdisation. Alors l'origine de ce doublement accidentel de chromosomes, je l'explique rapidement ici. Vous retrouvez mon hybride stérile n égale 5. Cet organisme, au niveau des cellules germinales, une cellule germinale peut subir une mitose avant de rentrer en méiose, et cette mitose peut
donc nécessité une duplication de l'ADN qui a lieu en phase S avant la mitose, et ensuite on a évidemment un accident de mitose, les chromatides se séparent par question du centromère, mais migrent du même côté, du coup vous allez avoir une cellule qui dégénère évidemment, puisqu'il n'y a plus de chromosomes, mais une cellule qui récupère des paires, puisqu'ici j'ai un chromosome, son homologue, et donc ici l'origine de l'espèce C dont j'ai parlé juste avant. Donc voilà une origine possible, ou une explication possible à cet accident de mitose. Donc on continue, vous avez un deuxième mécanisme qui touche au génome et qui donne de la diversité, c'est le transfert horizontal de gènes. Je prends un exemple concret, c'est la mise en place du placenta. Pour mettre en place le placenta, on a besoin que certaines cellules de l'embryon fusionnent. Et cette fusion, on a démontré qu'elle était liée à l'expression d'une protéine qu'on appelle la syncytine, liée au gène de la syncytine. Et ce gène de la syncytine, on a démontré qu'on l'a obtenu par transfert horizontal à partir d'un virus. Alors le transfert horizontal, on l'oppose au transfert vertical des gènes. Normalement, on a une transmission verticale, les parents donnent à leur enfant les gènes, on parle d'une transmission verticale. Ici, on est dans un cas de transmission horizontale. C'est un virus, ici, l'agent de transfert, qui va fusionner avec une cellule cible et va du coup incorporer son génome à la cellule cible. Donc on est bien dans ce qu'on appelle un transfert de gènes entre deux espèces contemporaines mais éloignées, très différentes, ici un virus et une cellule. Et ce transfert du gène de la syncytine va donner naissance à une cellule modifiée puisqu'elle a gagné un gène, donc on est bien dans le transfert d'un gène. Ce gène va lui permettre à cette cellule de fabriquer la protéine de la syncytine, ce qui n'était pas le cas avant, ce qui va permettre la fusion de certaines cellules d'embryon et donner naissance au placenta. Donc là on va créer une diversité du vivant, puisqu'on va créer les mammifères placentaires par l'action d'un transfert horizontal de gènes. Donc on a un autre exemple qui a joué un rôle considérable dans l'évolution de diversité. On estime que peut-être 5-6% de nos gènes ont été obtenus par ce mécanisme de transfert horizontal de gènes. Alors on peut transférer à partir de virus, de bactéries, il y a plein d'autres possibilités, mais l'idée est là. Troisième mécanisme qui touche toujours au génome et qui crée une diversité, ce sont les modifications dans l'expression des gènes du développement. Les gènes du développement sont des gènes architectes, des gènes qui contrôlent la mise en place du plan d'organisation des organismes qui ont été conservés au cours de l'évolution. Je prends l'exemple ici, le gène BMP4. C'est un gène qui va s'exprimer dans les cellules du futur bec, au niveau de l'embryon de pinson par exemple. Et l'idée, c'est que ce gène peut s'exprimer de différentes façons. Si je prends l'exemple d'une expression forte du gène dans la durée, c'est-à-dire qu'il commence très tôt dans le développement embryonnaire et dure longtemps, avec une intensité d'expression importante, c'est-à-dire que ce gène est transcrit, traduit et donne naissance à beaucoup de protéines BMP4. Mais vous pouvez très bien, chez un autre individu, avec le même gène, avoir une expression différente de ce gène BMP4, puisque ce gène peut s'exprimer plus tardivement dans le développement embryonnaire moins longtemps, et avec un taux d'expression plus faible. Donc là, on est bien dans le cas où c'est le même gène qui s'exprime de deux manières différentes, et donner naissance à deux phénotypes. L'expression forte du gène de développement BMP4 peut donner un pinson à gros bec, alors que le même gène mais exprimé d'une manière différente, avec une durée d'expression et une intensité moindre, va donner un autre bec moyen. Donc on va créer comme ça une diversité des phénotypes qui peut expliquer la diversité ici du vivant et la diversité des espèces de pinsons chez Darwin. Donc ici on crée encore une variété d'espèces de pinsons par un mécanisme qui repose sur l'expression de gènes du développement. Les mêmes gènes mais exprimés de manière différente. On a un dernier cas de figure à voir, c'est le cas de la diversification sans toucher au génome. Ici, on ne modifiera pas le génome, mais on va jouer sur ce qu'on appelle les symbioses. Les symbioses, ce sont des associations à bénéfice réciproque entre deux organismes. Ici, j'ai pris l'exemple du trèfle, la famille des Fabacées, et la bactérie du sol qu'on appelle le rhizobium. Ces deux organismes peuvent existent indépendamment, mais peuvent aussi s'associer pour former ce qu'on appelle une symbiose. Cette association va se traduire au niveau des racines de la plante par des excroissances qu'on appelle des nodosités dans lesquelles vont se trouver les bactéries. Et comme on est dans une symbiose, il faut identifier les bénéfices de chacun. La bactérie, évidemment, son bénéfice, c'est qu'elle peut récupérer les molécules organiques, les sucres fabriqués par la photosynthèse au niveau des feuilles de la plante, et en contrepartie, la bactérie va devenir capable de fixer le diazote atmosphérique, ce qui va donner une source d'azote non négligeable à la plante, au végétal. Donc on a bien ici des bénéfices réciproques. Et l'idée, c'est que si je compare ce végétal qui est en symbiose avec une espèce qui n'a pas de symbiose, on va avoir évidemment une morphologie différente, un métabolisme différent, ce qui va se traduire par une plante qui va grandir plus, qui va avoir des plus grosses feuilles, des plus gros fruits, etc. par rapport à une plante sans symbiose. Donc là aussi, on crée une diversité des individus, une diversité des formes de métabolisme au sein de la population, par exemple, de la famille des Fabacées, des trèfles,
là sans action sur le génome, mais simplement par cette symbiose entre deux organismes. Donc si je résume ce chapitre, vous avez en fait ici tous les mécanismes au programme de la terminale S à maîtriser pour expliquer la diversité du vivant, les mutations vues en première S qui créent une diversité des allèles, qui explique ce qu'on appelle le polymorphisme des gènes, la reproduction sexuée qui par le brassage, la méiose, le brassage inter et la fécondation, brasse en fait les allèles obtenus par le mécanisme des mutations. Donc la reproduction sexuée, évidemment, est un mécanisme important de la diversité du vivant, elle donne une solution à la diversité des individus d'une espèce comme Homo sapiens. Pour ce chapitre, on a vu en détail 3 mécanismes qui, en agissant sur le génome, provoquent une diversité du vivant. La polyploïdisation, qui est un mécanisme qui va augmenter le nombre de lots de chromosomes et donner une diversité des individus ou une diversité des espèces. Le transfert horizontal de gènes qui crée aussi une diversité. Et enfin, les gènes du développement, là on ne modifie pas ni le nombre de chromosomes ni le nombre de gènes, simplement on joue sur la variation dans l'intensité, la durée d'expression du gène. Et tous ces mécanismes qui touchent au génome créent une diversité des individus, des espèces. Enfin, n'oubliez pas, et j'ai présenté ça par un cadre différent parce que ces 2 derniers cas ne touchent pas au génome, les symbioses. Vous avez vu la symbiose, j'ai pris l'exemple des nodosités, bénéfice réciproque entre une bactérie et une plante, et cette association à bénéfice réciproque modifie le métabolisme, le phénotype, et crée une diversité des individus, donc sans modification du génome. N'oubliez pas aussi la transmission culturelle des comportements, qui aussi peuvent se transmettre donc de génération à génération, créer une diversité de population sans toucher au génome. Et tous ces mécanismes créent la diversité du vivant, qui est un élément essentiel de l'évolution de la vie.